Je pense qu'un de mes souvenirs de jeux vidéo préférés, c'est peut-être la découverte de l'émulation. Après avoir passé plusieurs années à baver sur les trois mêmes jeux consoles, j'ai soudainement eu accès à un ordinateur sans connexion internet, sur lequel mon grand frère avait déposé une soixantaine de ROM Super Nintendo. Dans le tas, il y avait toute une panoplie de classiques, mais également plein de petits jeux au hasard qu'il avait pu glaner ça et là sans trop savoir ce que c'était. Puis c'est comme ça que dans ma jeunesse, pendant que les enfants normaux jouaient à des jeux d'enfants normaux comme la Marelle ou GTA San Andreas, je me suis retrouvé à jouer à Doremi Fantasy, Milon no Doki Doki Daiboken, par ailleurs une pépite japonaise. Il y a quelque chose de magique avec ce fameux pack de ROM, c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. On clique un peu au hasard sur le fichier qui a le nom le plus alléchant, puis on se retrouve à tâtonner dans des menus en japonais pendant 20 minutes, avant de réaliser qu'on n'a pas lancé un Zelda-like, mais un jeu de Mahjong. Tout ça, c'est une sensation qui s'est un peu estompée avec l'âge. À force de jouer à des jeux vidéo, je sais ce qui va me plaire ou non, et j'ai une idée assez fixe de ce à quoi je veux jouer. Quand on est adulte, le jeu vidéo ça devient vite un investissement de temps, d'argent, et on fait en permanence des choix sur ce qui va nous intéresser ou non, sans rarement oser se jeter dans le vide. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un ovni du jeu vidéo, et pour une fois c'est pas une expression à la con, parce qu'on parle littéralement de UFO 50. UFO 50, ça se présente comme une compilation de faux jeux rétro, qui auraient tous été créés par une même compagnie fictive dans les années 80, dont on peut retracer par bribes l'histoire, de ses premiers jeux créés entre deux logiciels de compta, jusqu'à sa chute quelques années plus tard. Le projet de réunir tous ces jeux a pris près de 10 ans, et vous connaissez probablement le dev à la tête du projet, car il s'agit de Derek Yu, renommé notamment pour Spelunky, ce jeu de plateforme procédurale qui a bénéficié d'une large postérité depuis sa première version. Mais avant ce grand succès, il s'était toutefois illustré de nombreuses fois dans la scène indépendante, par exemple avec Aquaria, mais aussi du côté des jeux Flash. Si Derek Yu aime autant le concept de petits jeux gratuits créés par un seul Gugus dans son garage, c'est aussi car tout ça existait bien avant Internet. John Perry, ami de Derek et également dev sur UFO 50, se rappelle très clairement de ces moments vidéoludiques qu'on pourrait probablement placer à la base du projet UFO. Le père de Derek récupérait souvent ses disquettes qui contenaient une tonne de vieux jeux PC différents. Je me souviens être allé chez Derek et avoir vu s'afficher une liste de titres sur un avis de commande DOS. Il y avait un sentiment de mystère et d'exploration dans le fait de taper le titre d'un jeu bizarre créé par un seul mec et de ne pas savoir ce qu'on allait obtenir. Et c'est pareil pour le jeu Flash, par lequel ont brillé des devs comme John Perry ou Derek Yu. On est aussi dans un espace un peu similaire à ce que je décrivais plus tôt avec mon pack de ROM. C'est des jeux qui sont gratuits, qui tournent sur n'importe quel ordinateur, et on a une infinité, assez pour que chacun ait ses chouchous que personne ne connaisse, et que chacun ait pu tomber sur des pépites cachées par le plus total des hasards. Ces derniers jours, j'ai pu lire plusieurs fois que UFO 50 serait une ode aux jeux vidéo rétro, et je suis pas vraiment d'accord. On a déjà tous joué à des hommages ou des pastiches de jeux vidéo, mais c'est pas ce que propose UFO 50. Il propose pas des Contra-like ou des Castlevania-like, parce que ça a déjà été remis au goût du jour. UFO 50, c'est pas une histoire du jeu vidéo, au contraire, c'est une uchronie, celle de ces jeux un peu chelous qu'on voit pas, parce qu'ils ont été paumés dans des packs de ROM auxquels personne ne joue, sur des CD de jeux shareware trouvés en convention, ou sur des sites de jeux flash consumés par le temps et par Adobe. Même si je crois pas vraiment aux spoilers, je vais éviter de tout vous montrer parce que l'aspect de surprise et de renouvellement constant, c'est peut-être ce que je préfère dans UFO 50. Et pour vous mettre en bouche, laissez-moi vous parler de quelques jeux rapidement. Le premier jeu de la compile, c'est Barbuta, un jeu assez rigide dans lequel on vous balance sans contexte, sans musique et sans objet. À partir de là, c'est à vous de comprendre quoi faire, où aller et comment avancer. Évidemment, on peut facilement y retrouver l'austérité d'un side-scroller pénible des années 80, mais force est de constater l'empreinte d'un Lamulana par exemple, déjà référence 20 ans plus tôt pour Spelunky, non seulement thématiquement, mais aussi dans la conception des secrets et des méta-énigmes. Cet aspect cryptique, il est au cœur de beaucoup de jeux de la compilation, et c'est probablement son côté le plus intéressant à mon sens. Beaucoup de jeux ont des contrôles parfois abscons, mais souvent justifiés, qui demandent de remettre en cause nos présupposés sur ce qu'est censé être un jeu rétro idéal. À force d'avoir normalisé l'histoire du jeu vidéo, on n'en a gardé que les vainqueurs, par sélection naturelle, puis on oublie les jeux un peu inadéquats, aux mécaniques qui marchent pas forcément très bien, ou qui se refusent à être trop explicites. Surtout qu'à l'heure où je tourne la vidéo, UFO 50 vient de sortir, et il regorge encore de secrets. Car personne n'a vraiment encore eu le temps de le finir, tout paraît très nébuleux pour tout le monde, les guides n'existent pas, et il y a plein de choses à découvrir. UFO 50, c'est aussi un peu un best-of de tout ce qu'a pu produire une bande de potes. Derek Yu et John Perry, ils sont au cœur du projet et ils se connaissent depuis plus de 20 ans, mais mentionnons également Ojiro Fumoto de Downwell, ou Paul Eubans, aussi game dev indé. Les disques durs de cette joyeuse bande de larrons regorgeaient donc de petits jeux et de prototypes, le genre à être presque trop fini pour ne rester que des jeux flash, mais pas assez massif pour que le chaland prenne la peine de les acheter.
Un des jeux que j'ai adoré, c'est Devilation. On y incarne un savant dont le but est d'organiser des créatures explosives sur une grille afin de détruire tous les démons du village. On organise alors des réactions en chaîne impressionnantes, tout en essayant de penser en permanence à la manche d'après, vu que la grille reste inchangée à chaque fois. Mais figurez-vous que ce jeu n'en est pas à son coup d'essai. En 2003, Derek Yu crée Diabolica avec John Perry, dont l'idée est substantiellement la même. Il créera l'année suivante une suite au graphisme amélioré, pour finalement revenir au pixel art 20 ans plus tard. Encore une preuve qu'un bon concept ne vieillit pas, et que des jeux complètement tombés dans l'oubli peuvent sans problème renaître de leurs cendres. Un de mes plus gros coups de cœur enfin, c'est sûrement ce jeu de cowboy qui s'appelle Rail Heist et qui est une sorte de croisement de tous ces jeux indés slashers tactiques où l'on traverse un niveau rempli d'ennemis, parfois de façon furtive et parfois agressivement. Ici, le but est de récupérer une caisse d'argent disséminée dans un train bondé de shérifs qui tirent à vue. Il y a plusieurs façons de terminer chaque niveau, en battant le record de vitesse, en abattant chaque ennemi ou en ne tuant personne. Mais pour moi, le clou du spectacle, c'est peut-être l'aspect organique du jeu, ou immersive sim comme dirait l'autre. Chaque niveau regorge de petits objets qui peuvent interagir avec l'environnement, lequel environnement est en grande partie destructible. Prenez cette map là par exemple. Elle a un parcours assez clair qui demande de zigzaguer sur le train pour récupérer un objet spécifique, le double saut, et de revenir juste au-dessus du point d'apparition pour récupérer la caisse. Ça, c'est la route normale. Mais avec un peu de bonne volonté, et en utilisant l'environnement, il est possible d'empiler des caisses et de finir le niveau sans sortir du premier wagon. C'est pas très efficace, c'est compliqué et ça prend du temps, mais ça marche et c'est vraiment très fun. J'aime même beaucoup cette hybridation. On y retrouve certes cette idée de la réaction en chaîne, présente dans une très moindre mesure dans Diabolica cité plus haut, mais surtout dans Spelunky, un jeu où une situation peut s'envenimer à n'importe quel moment, tant l'environnement est coriace et interactif. À travers Rail Heist, Mossmouth poursuit une suite logique du jeu d'infiltration tactique et se joue de cet anachronisme rétro qui en découle. Et il y en a plein des jeux de ce genre. Je peux pas tout vous montrer, mais je retrouve complètement la sensation que j'évoquais plus tôt de lancer un jeu de mahjong en japonais et d'absolument rien comprendre. Tout le plaisir est dans le fait de se laisser aller, et la collection en elle-même devient un méta-jeu à part entière. Juste essayer ces jeux vers lesquels on ne se serait jamais rendu s'ils étaient vendus séparément, ça fait partie du plaisir. Le résultat, c'est qu'on finit par jouer pendant des heures à un puzzle game de Magical Girl bizarre qui pourrait être tout droit sorti d'un full set MSX, ou à une sorte de Windjammers volleyball épique avec des samouraïs. Je pense que vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander de jeter un œil à UFO 50. Ici, tout est une question d'échelle. La collection est massive, terrifiante de contenu même, mais elle regorge de micro-expériences intimistes qui développent des concepts étranges dans un espace où elles ont le droit d'exister pour ce qu'elles sont. Et si, comme moi, vous voulez raviver ce plaisir de la découverte permanente, alors je pense que vous y trouverez votre bonheur.